à nouveau, merci à vous d'être venus ce soir. C'était aujourd'hui, malheureusement, et oui, je sais déjà, la dernière conférence de Volt Sciences Po ce semestre et cette année universitaire. Déjà, je voudrais revenir un petit peu sur nos événements et sur ce qui s'est passé cette année. On a organisé en début d'année une conférence avec notre eurodéputé Damien Bosgregger qui est venu en début d'année. Nous avons, lors de ce deuxième semestre aussi, une conférence intéressante et importante avec Dominique Méda et Isabelle Coupé-Soubéran. On discutait de notre modèle économique, de l'importance de le repenser aujourd'hui, notamment le système bancaire, la manière de gérer la dette et notamment aussi la question du travail. Nous avons reçu aujourd'hui à l'Internoir pour parler de l'importance de la géopolitique, enfin, de l'idée européenne dans le contexte géopolitique actuel, et pas seulement géopolitique, mais l'importance de construire cette idée européenne, les défis qu'il y a à ça, mais aussi les raisons pour lesquelles on construit ce projet ensemble, malgré toutes les différences, toutes les divergences qui existent sur la conception de l'Union européenne qu'il peut y avoir entre la Pan-Europe, entre l'UEF, entre Volt. On est tous d'accord pour dire qu'il faut s'unir. Et ça, c'était très important ce soir pour nous de le rappeler. Merci donc pour vos questions aussi, pour votre intérêt pour nous. La vocation de Volt Sciences Po, elle est justement là. C'est un espace de rencontre, de débat, de construction. C'est pas juste un espace de propagande en faveur d'un unique parti politique, relayant simplement ses postes, ses idées, en invitant ses membres. Ce ne serait pas rendre honneur, en fait, à l'idée européenne que défend justement Volt. Le meilleur moyen de contribuer à soutenir les idées de Volt, ici, à Volt Sciences Po, ce n'est pas en relayant le programme de Volt, c'est en participant à le construire. En participant à la construction d'un débat, entre experts, pour comprendre les mécaniques qui nous touchent toutes et tous, et savoir y réagir ensemble. C'est engager des discussions avec des personnalités engagées pour les comprendre et nous orienter. C'est donc construire un espace de réflexion sur la manière de donner rame au corps européen, mais aussi local. En bon fédéraliste, nous dirions que tout cela, c'est de la subsidiarité. Chaque échelon, avec son autonomie et ses compétences, agit à sa façon, en concertation avec les autres. Comme c'est ainsi que fonctionne le Volt Europa, c'est ainsi que nous fonctionnons, même si cela veut dire entrer en désaccord, car c'est le fondement de la démocratie. La démocratie, justement, connaît des heures sombres, on a eu l'occasion de le rappeler ce soir, si tant est que l'on puisse encore parler de démocratie. L'index de The Economist est assez clair quant à la situation actuelle, et ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de faits. Les faits, la première puissance mondiale qui dérégule ses réseaux sociaux incite à la haine envers toute personne qui n'aurait pas la bonne typologie pour être un Américain. Un État qui réprime en développant une police meurtrière qui n'a pas honte de ne pas respecter les droits humains dans l'un des États du monde qui fut pourtant l'un des premiers à se doter d'une constitution les garantissant. La Chine qui, avec son système de points pour définir les bons et les mauvais citoyens, les repérer avec les systèmes de caméras et en construisant une pression sociale importante, avance certes sur un modèle collectif, mais restrictif et hiérarchique, fondé sur l'obéissance et non le débat. L'Inde, sur qui tant d'espoir s'était bâti, que l'on appelle encore parfois la plus grande démocratie du monde, parce que les citoyens y votent et que ces derniers sont nombreux, connaît un régime depuis maintenant plus de 10 ans, un régime volontairement discriminatoire envers la population musulmane et construisant un nationalisme hindou ardent. Le continent européen, que l'on considère souvent comme le bastion, une forme de démocratie, au moins de respect des droits humains, n'est pas moins touché. Les élections qui s'y déroulent nous montrent que l'instrumentalisation de nos ressentiments, de nos problèmes, de nos vies, sert efficacement pour mobiliser les électeurs en faveur de partis explicitement opposés aux conventions protégeant les droits humains, dans le seul but d'arriver au pouvoir. L'éclosion d'une nouvelle droite, encore plus à droite, à chaque élection danoise, d'un maire Rassemblement National, sans oublier les records des plus farfelus politiciens de droite la plus extrême, qui progressent en péninsule ibérique, ou même ceux qui sont déjà au pouvoir, et nous montrent vigoureusement que c'est possible de mettre au pas des médias publics, de restreindre les droits fondamentaux, de menacer l'indépendance de la justice, de reclure des migrants dans des tiers comme des marchandises. Nous regardons les autres en nous disant que la situation ailleurs est horrible, en oubliant souvent qu'en France, les débats médiatiques nous montrent les mêmes intentions, voire les mêmes actions qui commencent avec les projets de fusion du service public de l'audiovisuel ou les réformes de l'éducation qui visent à rendre dossiers et dépendants les enseignants de l'éducation nationale. Oui, c'est vrai, c'est un peu triste comme tableau. Comme les nuages gris que peint Eugène Boudin au-dessus du Havre, nous avons, nous aussi, un Havre couvert de nuages. Mais je ne vous dis pas tout ça pour vous foutre le moral dans les chaussettes, mais pour réagir. C'est peut-être une phrase facile, mais nous sommes à un tournant, comme on l'a dit ce soir. Politique, géopolitique, économique. La guerre en Ukraine, l'élection de Donald Trump,
en fait prendre conscience de la nécessité de s'unir, spécialement dans un monde de brutes, pour citer Enrico Letta. Marc Carney citait Václav Havel récemment au sommet du G7 en comparant la position des Occidentaux à celle des populations sous le post-totalitarisme, qui vit dans un mensonge conformiste auquel personne ne croit mais que tout le monde appuie, par habitude et normalité commune. Si Carney a eu le défaut d'oublier toute mention de la moitié du monde qui n'est ni occidental ni les BRICS, et qu'il a déployé une vision belliqueuse et concurrentialiste du monde, il a en effet mis le doigt sur un fait. Par un conformisme au sein de la scène politique, nous recherchons des boucs émissaires et appuyons des lieux communs vides et fallacieux, qui sont une menace non seulement au débat public, à la pratique du dialogue, mais aussi à l'existence d'un système démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Exemple danois avec une illustration claire et précise. Karen Melchior, reprenant quant à elle parfaitement la thèse de Havel, je vous invite à lire l'un de ses articles sur son blog, montre que le sujet de l'immigration, par exemple, au Danemark, que tous les partis danois s'accordent à dire que l'immigration n'est pas une bonne chose, sans même entrer, sans même passer par le débat, que chaque parti a peur, en disant simplement autre chose, de perdre des électeurs dans une logique électoraliste. Et pour attirer alors le plus possible de ces électeurs et émerger politiquement, s'ensuit alors une course à l'anti-immigration au Danemark, dont la création d'un nouveau parti d'extrême droite entre chaque élection est une illustration flagrante, avec le Borgernes Party, par exemple, pour les dernières élections danoises. Nous connaissons en réalité bien ces mécanismes en France. Ils emplissent notre paysage médiatique, créent des présupposés néfastes et nuisent à la vie publique. L'Europe est l'un de ces lieux communs. De même, on suppose par conformisme que la nation est un idéal seul, indépassable, et de la même manière, les partis politiques estiment que de parler d'une Europe unie, fédérale, supposerait de perdre des électeurs. Et donc, il faudrait bien s'en garder. Il faut briser cette situation. Nous devons redonner sa place au dialogue et à la construction d'un débat inclusif et pertinent. Les menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public sont sérieuses et nous devons protéger son indépendance et sa qualité, car l'information et le débat de qualité sont une base essentielle pour permettre aux citoyens d'agir dans son intérêt et dans l'intérêt commun. Plutôt que de prétendre que les sondages sont les témoins d'une soi-disant opinion publique, qui n'a pas de sens, basant la politique publique sur le débat dans lequel chacun et chacune est inclus. Nous avons besoin de remettre le citoyen au cœur du système. On parle de démocratie représentative, participative, délibérative, directe, etc. Tous ces mots qu'on met sans cesse en opposition, en débattant duquel est le meilleur. Mais inclure le citoyen, car c'est l'essence du mot démocratie, est nécessaire et possible en accord avec toutes ces conceptions. Nous avons besoin de le faire. Comment? Voilà une question à laquelle il est toujours difficile de répondre. Quoi, en revanche, ça, nous devons l'affirmer. Soit nous construisons la politique ensemble, soit nous abandonnons nos valeurs et continuons à vivre dans le déni. Pour finir, je n'ai toujours pas abordé de front la plus brûlante des questions qui font notre association, l'intégration européenne et par extension supranationale. Je terminerai là-dessus. On dit souvent que l'Europe se construit dans les crises. Pourquoi? Parce que les crises révèlent un besoin de s'unir. La Russie et Trump nous montrent un besoin géopolitique de défense. La Chine, et encore Trump, nous montre un besoin d'économie plus solide et intégrée. Le monde entier nous montre un besoin de construire un système démocratique enviable et fondé sur les droits humains, car nous n'avons pas d'influence diplomatique en agissant comme un soleil au centre du monde qui prétend tout éclairer. Mais nous avons besoin d'agir comme un phare. Tout cela pose problème en réalité parce qu'en disant que l'Europe se construit uniquement dans les crises, nous oublions l'essentiel, l'Europe est désirable. L'État disait, pour le citer encore, proposer le meilleur et pas seulement une alternative au pire. C'est un constat juste. Nous avançons en tant qu'Européens parce que c'est l'alternative au pire. Il faut arrêter de faire ça. Comme le président de la République le faisait pour sa réélection, se présenter comme la seule alternative au pire. Et non seulement lâche, mais dommage. Et cela nous prive du meilleur. La défense européenne n'est pas seulement une nécessité, c'est un idéal. Un idéal de paix, car dépasser les armées nationales suppose un renoncement nécessaire à la guerre entre nous, et de considérer l'armée comme un moyen de vie, de survie, plutôt que de mort et de lutte seule. Bâtir une économie européenne est un idéal, et pas seulement une nécessité parce que ça signifie pouvoir profiter de l'aide et du partenariat de chacun, de construire ensemble plutôt que de se converser sans cesse, pour prospérer ensemble et partager les fruits du labeur. Il est évident que construire 20 modèles de chars différents n'a pas de sens quand on peut se mettre d'accord ensemble pour produire plus et moins cher. On parle d'une crise du budget. Ensemble, on peut se défendre mieux avec le même budget, on peut vivre mieux avec moins d'inégalités, on peut courir sans risquer de se prendre un croche-pied. Et surtout, en tant que citoyen, l'Europe est désirable. Mais elle peut faire peur. Parce que surpasser nos différences, cela signifie sortir de notre zone de confort. Et c'est aussi se donner une chance d'apprendre les uns des autres. Nous ne sommes pas nationalistes. Nous ne voulons pas une langue européenne, une nation européenne, etc. Nous pensons simplement que pour vivre ensemble en État, il n'y a pas besoin d'être de la même nationalité. Simplement de construire ensemble une citoyenneté. Tous ceux qui prétendent vouloir défendre une Europe forteresse
ne défendent pas le projet l'idée européenne dans son essence, mais ils ne font que soutenir la somme d'intérêts privés, les leurs, plutôt que celui de toutes et tous. L'Europe souffre d'être cet objet mal saisi, critiqué par conformisme et peu étudié. Il faut construire la citoyenneté européenne, aujourd'hui, plus que jamais. Stefan Zweig, dans une conférence restée célèbre, évoquait la nécessité de construire une culture européenne avant une politique, en évoquant une revue traduite dans toutes les langues européennes, commune à toutes et tous, et qui serait ce pont. Nous ne l'avons jamais fait. Nous avons construit l'Europe sans penser au fait qu'il n'y avait pas vraiment d'Européens en un sens. Il est temps de comprendre que l'Europe seule ne veut rien dire, mais que l'idée européenne doit se doter et défendre son âme. Et l'idée européenne, ainsi, pourra se muer en plus, car le fédéralisme n'a pas de frontières. La sécurité commune ne peut se bâtir qu'au niveau mondial. Nous avons la possibilité de construire cela en Europe, de montrer que c'est possible et profitable, d'avancer d'un pas vers un idéal de société démocratique et prospère qui traverse les frontières nationales par des ponts plutôt que de bâtir des murs. Et si l'Europe le fait, alors, pas en lui en imposant, mais en l'aidant s'il le demande, le monde pourrait devenir un endroit mieux. Václav Havel a conclu ainsi un discours auprès du Conseil de l'Europe. Pour moi, ces 12 étoiles signifient que le monde pourrait devenir meilleur si de temps en temps, nous avions le courage de lever les yeux vers les étoiles. Ma seule demande, c'est celle-ci. Levons les yeux au ciel.